et messieurs, je voudrais demander votre autorisation pour féliciter, d'abord remercier et féliciter tous les panélistes pour leur contribution, parce qu'aujourd'hui nous avons eu à écouter des communications qui sont tellement riches et qui nous ont prouvé que les différents organes travaillent chacun dans son domaine, mais que quelque chose se fait en matière de lutte contre la corruption. Et donc, j'aurais aimé refaire le résumé de toutes les communications, mais je vais directement passer la parole à l'assistance pour les questions, parce que nous avons tous noté ce qui a été dit. Et pour lancer, nous allons donc passer la parole pour lancer le débat. Je vous remercie. Oui, je félicite tous les présentateurs. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc, ma première intervention porte sur le premier présentateur. Et il disait que jusqu'à présent, la déclaration des avoirs des ordonnateurs n'est pas effective au Togo. Est-ce que concrètement, qu'est-ce qui bloque ceci? Est-ce que c'est la volonté politique ou quoi? Et également, il a dit que si l'administrateur, si vous venez, on évalue vos biens, et qu'à la fin, les biens là n'ont pas évolué, c'est constant, c'est suspect. Et si ça a trop évolué aussi, c'est suspect. Je n'ai pas compris pourquoi si je suis un poste où il n'y a rien, je n'ai pas pu réaliser grand-chose aussi, je dois être suspecté. Il y a tellement de présentations que... Bon, j'ai constaté aussi que tous ces organes de contrôle se jettent là-bas. Pourquoi? Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Merci. Et je voudrais à mon tour aussi présenter mes félicitations et pour la qualité et l'efficacité des présentations. Et ça m'a beaucoup émerveillé. Et je dis que c'est la première que nous faisons, mais ça va être une habitude de nous retrouver de temps en temps entre pairs et aussi entre entités ou bien acteurs pour échanger de nos expériences, de ce que nous faisons et de nos connaissances. Là, je remercie les organisateurs, même si j'y fais partie. Je remercie les organisateurs de cet atelier, et surtout le ministre Tchakondo et bon, l'initiateur aussi de 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 ACON. J'ai quelques petits soucis, surtout en ce qui concerne les termes et certains faits qui ont été relatés dans les présentations. Au niveau de la COSIA, dans la présentation, on parle de marché public dans le secteur extractif. Et je voudrais savoir la précision sur ce terme-là. Est-ce qu'il s'agit plutôt des procédures d'octroi des licences ou bien de signature de contrat? Pour Santis, là, dans le cadre de la corruption, c'est-à-dire dans le cadre d'une analyse corruptionnelle du secteur extractif, vous indiquez que toutes les exigences de l'ITIE n'ont pas été respectées. Et si vous pouvez nous expliquer un peu
les raisons de cette constatation. Parce que l'ITIE a été évalué en 2019 et en 2021 sur 27 exigences et il lui manquait 2 exigences. La première, c'est 1.4 sur la gouvernance interne des organes et la deuxième, c'est 1.5 sur le plan du travail. Et pourquoi ici, on a constaté que les exigences de la norme ITIE ne sont pas exécutées ou bien ne sont pas respectées. Pourquoi cette analyse a retenu cela? En ce qui concerne la définition du BE, est-ce que au niveau de Saint-Yves, vous avez établi une définition du bénéficiaire effectif et de la PPE, la personne politiquement exposée? Et aussi pour le cadre de recensement, c'est-à-dire est-ce que vous disposez d'un cadre légal et juridique de recensement des personnes, des bénéficiaires effectifs? Est-ce que vous disposez d'un cadre juridique? Au niveau de la Cour, et aussi d'un cadre pour le recensement et puis pour rendre public le bénéficiaire effectif. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des confidentialités ou bien on peut rendre public le bénéficiaire effectif s'il y a des retenues, quoi. Au niveau de la Cour des comptes, ça c'est juste pour ma gouvernance. Et je voudrais savoir le rôle de l'IGF dans l'audit des entités publiques. Est-ce que l'IGF ne peut pas auditer les comptes des entités publiques avant la vérification par la Cour des comptes? Parce que cela faciliterait beaucoup la qualité et l'efficacité au niveau des analyses de l'ITIE, quoi, surtout au moment de la validation. Pour le RCCM, j'ai vu vers la fin, vous avez indiqué un tableau où il y a les procédures d'identification des bénéficiaires effectifs. Mais quand je vois un peu le déroulé, j'ai l'impression que c'est plutôt sur les bénéficiaires légaux, c'est-à-dire les actionnaires, quoi. Et vous donnez 25%. Je sais, au niveau de l'UMOA ou bien de GAFI aussi, on a donné des seuils pour la définition du bénéficiaire effectif. Mais le bénéficiaire effectif, comme Acucia l'a dit, c'est quelqu'un qui se cache derrière, qu'on ne connaît pas. Et comment vous arrivez à identifier cette personne-là? C'est-à-dire à travers le tableau d'identification que vous avez indiqué. Merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose présenter vraiment mes sincères remerciements et les félicitations à l'ITIE et à tous les membres de cette institution. En effet, depuis hier, j'ai été très édifié par rapport au thème qu'on a fait passer jusqu'aujourd'hui. Et je souhaiterais qu'à la fin, nous puissions avoir une documentation complète des thèmes sur les thèmes qu'on a pu faire passer. Et ma première préoccupation s'adresse à M. Briouchoué de la Cour des comptes. En effet, je voudrais savoir, avant il y avait au niveau
du Trésor, on les appelait quoi? Les inspecteurs d'État. Est-ce que l'inspection d'État existe encore après la création de la Cour d'appel, de la Cour suprême, pardon? Et je voudrais également dire effectivement que nul n'est parfait. Et je sais qu'au niveau de la Cour des comptes aussi, il peut y avoir aussi des failles, des problèmes. Je ne sais pas concrètement, en cas de défaillance d'un membre de la Cour des comptes ou même de la Cour elle-même, est-ce que, quelle institution peut saisir du moment où vous êtes au-dessus de tout? Et par ailleurs, je voudrais connaître, parce que vous nous avez parlé aussi, des personnes qui sont dispensées de la déclaration du patrimoine, si j'ai bien saisi. Je voudrais qu'on le sache. Ceux qui sont exemptés de déclaration de leurs biens, alors que, selon moi, la loi est générale. Si la loi dans ce sens. Et je voudrais aussi savoir quelles dispositions prenez-vous lorsque vous constatez une irrégularité au niveau d'une institution, c'est-à-dire la procédure, que je sais que vous ne réprimez pas, mais comment vous prenez quand vous constatez qu'il y a irrégularité dans une procédure après votre contrôle? Et ma deuxième question, oui, ça s'adresse à M. Amekouji. Vous avez parlé de le code 99. Je sais que ça n'existe plus, mais je voudrais que vous nous clarifiez un peu à quoi ça consiste. Et pour terminer, je voudrais m'adresser au coordinateur lui-même et je voudrais savoir votre fonctionnement, comment ça se passe. Je ne sais pas si l'un des litiges, je ne sais pas si c'est sur subvention de l'État ou c'est des ressources qu'on vous fait sur, comment l'appelle-t-on, les recettes faites, les recettes minières. Donc, je voudrais savoir concrètement comment vous vous débrouillez. Merci. À mon tour, je voudrais remercier également tous les communicateurs. D'ailleurs, depuis hier, parce que hier, je pensais qu'il devait y avoir un deuxième tour. Pour que je prenne le micro, malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui, c'est chose faite. Et je voudrais m'adresser à notre cher ami de Saint-Yves. Étant donné que vous êtes dans la prévention en réalité, et que le constat général, c'est qu'il y a bien de citoyens qui ne connaissent pas votre institution et son mécanisme de fonctionnement. Est-ce que vous pensez que cela vous aide à réellement prévenir le phénomène de corruption? Ensuite, m'adresser à la Cour des comptes. À l'entame de l'intervention, sinon de la communication du maître, il a dit que tout le monde n'a pas connaissance du fonctionnement de la Cour des comptes. Alors, si tout le monde ne connaît pas trop la Cour des comptes, comme cela se doit, à qui la faute? Et selon vous, qu'est-ce qui fait que la Cour des comptes manque jusqu'à ce jour la crédibilité ou de crédibilité au sein de l'opinion publique? Parce que depuis que la Cour des comptes est là, nous savons que la Cour des comptes est toujours allée en atelier. À un moment donné, personnellement, moi j'ai été aussi tolérant parce que je me dis, un organe qui vient d'être mis en place, il faut que les gens puissent s'outiller. Mais l'opinion publique ne tolère pas le fait que la Cour des comptes ou les actions de la Cour des comptes ne soient pas aussi visibles que cela et qu'on sache concrètement ce que la Cour des comptes fait. Est-ce que la Cour des comptes travaille? Je peux continuer. Est-ce que la Cour des comptes travaille
juste d'institution à institution et que le citoyen n'a pas le droit de savoir ce qui se fait concrètement dans son intérêt au niveau de la Cour des comptes. Et quand la Cour des comptes parle de biens appartenant à l'État, de quel bien réellement la Cour des comptes parle? Parce que je prends un exemple simple. Lorsque un citoyen va occuper un domaine de l'État, un terrain, et il réside, moi, en tant que concitoyen, est-ce que j'ai le droit de saisir la Cour des comptes ou il faut que ce soit forcément les comptables publics que vous poursuiviez dans l'exercice de vos prérogatives par rapport aux biens de l'État? Je m'adresse maintenant à Michael Iteye. Je voudrais savoir, c'est la réaction de notre ami pendant que vous étiez en train de communiquer qui m'amène à poser cette question. Est-ce que les entreprises minières, à la publication des différents rapports de l'ITIE de bonne foi, s'approchent du secrétariat technique pour peut-être des compléments d'informations ou pour des compléments de données qui peut-être les auraient échappé et qu'ils n'ont pas réussi à mettre à la disposition du secrétariat technique avant la publication du rapport, sans contrainte aucune, de sorte à ce que lorsque le prochain rapport devra être publié, que le secrétariat technique ou l'ITIE de vous puisse en tenir compte. Et pour finir, je voudrais faire un commentaire libre qui est relatif à la communication d'hier de Parfait, qui a présenté les différents canaux par lesquels l'ITIE communique, et le consultant a posé une question en parlant de sa mère ou de sa grand-mère à Kéméni. Je voudrais dire que au-delà de ce que l'ITIE fait, nous savons qu'au sein du comité de pilotage, il y a la presse qui est représentée. Et ce que je vais dire n'engage que moi. Je peux être poursuivi, je suis prêt à répondre. La presse qui est bien représentée au sein du comité de pilotage de l'ITIE ne joue pas à un niveau donné son rôle. Parce que si la presse jouait son rôle comme cela se doit, elle devrait se saisir des rapports publiés par l'ITIE, travailler et trouver les aspects et les mots les plus simples pour relayer l'information de sorte à ce que la vieille du consultant qui se trouve à Kéméni, je crois que c'est une radio locale qui doit pouvoir couvrir là-bas. En dehors des sorties de l'ITIE, un animateur doit pouvoir trouver les expressions dans nos langues maternelles pour expliquer l'information ou donner l'information juste qui concerne ce public-là de Kéméni. Et malheureusement, la presse togolaise ne s'est pas bien inscrite dans ce que l'ITIE fait jusqu'à ce jour, au point que, au niveau des médias, il y a une défaillance communicationnelle. Et nous n'avons pas réussi à nous inscrire dans la logique des réformes au niveau national. Et donc, comme traiter ces informations se revêt un peu compliqué, bon nombre de médias sont restés en marge de tout ce que l'ITIE fait comme travail. Donc c'était le complément ou le commentaire que je voulais faire par rapport à ce que l'ITIE fait pour pouvoir mettre les informations à la disposition des gens, mais la presse qui aussi devait jouer son rôle ne le fait pas. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu entreprenant. Elle commencera et elle en tiendra compte dans le cadre de concertation qu'ils ont créé. Je voudrais simplement dire que la première phase est exécutée. Et la deuxième phase, cette activité marque le début d'exécution. On voudrait juste préciser ça. Merci. Est-ce que l'institution est encore aussi crédible?
devant les citoyens. C'était nécessaire de sortir pour présenter les excuses au ministre, président de la plus institution, bien sûr. Excusez-moi, j'avais oublié ça. Ok. Bien. La dernière personne à qui nous donnons la parole, c'est M. Seono. Depuis les précisions déjà ramassé toutes les préoccupations, mais j'ai quelques-unes. Je voudrais peut-être préciser lors de la dernière présentation qui faisait état de l'impact de la mise en œuvre du TIE qui a permis la redistribution des ressources de nos collectivités locales, pour dire que, en fait, depuis les indépendances et depuis la loi des finances de 1983, les impôts locaux en matière d'impôts de répartition et d'impôts d'affectation, la direction générale des impôts et la direction générale des douanes ont toujours collecté ces impôts et taxes qui sont toujours reversés au trésor public, tout comme les impôts d'État, donc quittent au trésor public à son tour de reverser ces montants aux collectivités locales respectives. Si cela n'a pas été fait, alors ce n'est plus à notre niveau. D'autant plus que, de façon générale, lorsque l'agent d'impôt veut se mixer un peu sur l'utilisation des fonds, on nous a été toujours interdit cela et notre rôle s'arrête rien que à la collecte. Donc je vous apporte cette précision-là, que les impôts ont toujours collectés, les services des impôts ont toujours collectés, c'est différent pour le coup, et ils ont toujours reversé pour les peut-être une question qui va à la fois plusieurs et scientifique et à la Cour des comptes. Souvent, moi je suis au cabinet du commissaire des impôts, lorsque les scientifiques, par exemple, nous demandent des informations sur une entité, l'information, toutes les informations collectées, centralisées par notre service et envoyées aux scientifiques. La même chose, la Cour des comptes nous envoie la liste, le programme des entreprises qui seront occupées de façon générale. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place au niveau de chaque service pour permettre le retour d'informations, pour que l'administration fiscale puisse tirer des conséquences fiscales filiales? Nous avons constaté ce manque de retour. Je ne sais pas s'il y a un dispositif qui est mis en place en cela. Ma dernière préoccupation, peut-être, c'est au niveau de la administrative. Je voudrais savoir si cet organisme qui est mis en place, comme on l'a expliqué dans les exposés, que c'est un organisme qui n'est pas qui est autonome, mais rattaché au ministère de la justice. J'ai bien noté. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un autre organisme ou une institution qui se charge de vérifier d'auditer le travail de l'officier? Merci. Je passe la parole à Maître Pilzoué pour essayer d'apporter les réponses aux questions qui lui sont adressées. Merci. Merci, M. Amekoudi. Alors, je voudrais répondre à certaines préoccupations et à certaines questions bien précises qui concernent la Cour des comptes. Concernant la déclaration de patrimoine, qu'est-ce qui bloque cette obligation jusqu'à présent? Je vais tenter de répondre parce que dans un premier temps, la Constitution a confié la déclaration de patrimoine à la Cour suprême. C'est auprès de la Cour suprême que la déclaration de patrimoine des hautes personnalités devait se faire. Au niveau de la Cour des comptes, nous avions
nous avions pour mission de recevoir les déclarations de patrimoine de tous les agents qui sont impliqués dans le processus des marchés publics. Et après notre audit du cadre institutionnel de lutte contre la corruption, enfin les flux financiers illicites, nous avions tout de suite conçu un formulaire de déclaration de patrimoine que nous avons posté sur notre site web. Et nous avons saisi par correspondance tous ceux qui sont supposés, tous ceux qui sont censés répondre à cette obligation de déclarer leur patrimoine. J'avoue qu'au début, les gens ont semblé répondre. Il y a eu quelques déclarations et par la suite, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Les gens se sont certainement dit que là, ils avaient des arguments pour ne plus le faire, mais nous, on a continué jusqu'à ce que la loi soit modifiée et confie la déclaration de patrimoine à une autre institution, à une autre autorité, c'est le médiateur de la République. Donc dès lors, nous avons estimé que nous n'avions plus rien à faire dans cette affaire. On pouvait s'occuper d'autres choses, mais pas de la déclaration de patrimoine. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, il y a une question, une précision qui a été demandée aussi. La déclaration de patrimoine se fait avant l'entrée en fonction. Certainement, au cours de la gestion, si on se rend compte que l'autorité qui a déclaré son patrimoine, ses avoirs, présente des signes extérieurs de richesse que ne semble pas justifier sa situation. Bon, je crois que M. Aruna l'a bien expliqué ici. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc, en cours d'exercice, on peut contrôler le patrimoine de cette personne sur la base de ce qu'elle a déclaré. En fin d'exercice également, on peut contrôler l'évolution de son patrimoine. Enfin, s'il n'y a rien, en fait, s'il n'y a rien, c'est bon, c'est ça qui est normal. Mais s'il y a une augmentation qui est normale, supposons qu'il a accédé à un poste de responsabilité où il a plus de revenus, où il a des indemnités plus élevées, on peut constater une augmentation sensible de son patrimoine. D'ici là, c'est lorsque l'écart est trop important qu'on va chercher à savoir. Voilà, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne la déclaration. Bon. Monsieur le coordonnateur a posé une question qui interpelle la Cour des comptes aussi. C'est de savoir le rôle de l'IGF, l'inspection générale des finances, dans l'audit des entités publiques. En fait, l'inspection générale des finances, tout comme l'inspection générale d'État, procède à des audits. Mais ils dépendent d'une autorité. L'IGF est le gendarme du ministre de l'Économie et des Finances, principalement. Donc, à ce titre-ci, le ministre de l'Économie et des Finances lui donne une mission d'aller contrôler telle ou telle entité, pas forcément du ministère de l'Économie, ça peut être dans un autre ministère. Ils font le contrôle, mais ils peuvent faire une grande partie de ce que la Cour des comptes peut faire aussi. Mais eux, ils sont limités, ils ne peuvent pas mener le contrôle juridictionnel. Ils ne peuvent pas juger les comptes des comptables publics.
c'est là un privilège de la Cour des comptes. Voilà, bon, c'est ce que je peux dire. Donc, à quoi servent les rapports d'audit de l'inspection générale des finances? Ces rapports peuvent nous être communiqués, sinon je dirais ils nous sont normalement communiqués. Et lorsque nous devons aller nous-mêmes auditer une entité, nous nous en servons comme document de travail pour pouvoir définir le périmètre de notre audit, pour pouvoir planifier notre audit, pour savoir où exactement il faut toucher. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Alors, monsieur Palanga a posé la question sur l'existence ou non des inspecteurs d'État. C'est l'affirmatif. Ces inspecteurs d'État, ils existent toujours. L'inspection générale d'État existe toujours, mais comme toujours, elle dépend de la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui peut donner mission aux inspecteurs d'État d'aller contrôler telle ou telle entité. Et en principe, lorsqu'ils produisent leur rapport, ce rapport est transmis au président de la République. Bon, là, nos liens... Bon, non, nos liens, on entretient des liens d'organes de contrôle, on est tous des contrôleurs. Donc on a, des fois, on participe à des séances de formation, à des ateliers de formation ensemble. Et puis nous nous retrouvons dans un cadre qui vient d'être recréé. Il s'agit du cadre de concertation des organes de contrôle. Voilà, ce cadre, il est élargi maintenant. Je crois que Haplousia même est observateur, est membre observateur de ce cadre de contrôle dont les travaux ont été lancés seulement en 2021. Voilà. Donc on partage des choses. Si nous avons besoin d'informations, et dans une entité que l'IGE a contrôlée, nous pouvons leur demander leur rapport. S'ils ne trouvent pas d'inconvénients, ils nous le transmettent. Parce que des fois, ils peuvent dire que c'est le chef de l'État qui leur a demandé ce rapport et donc il a l'exclusivité du rapport et ils ne vont pas nous le transmettre. Mais généralement, ils nous transmettent. Voilà. Alors, que fait-on en cas d'irrégularité découverte au cours de nos contrôles? Alors, c'est ça nos contrôles. Nos contrôles doivent permettre de constater les écarts par rapport à la norme de la bonne gestion. Dès que nous constatons des écarts, cela fait l'objet des observations qui vont être suivies de recommandations à l'endroit de l'entité de tutelle, de l'entité que nous avons contrôlée pour qu'elle ait à prendre des mesures correctrices, si, le cas échéant. Bon, si ces irrégularités peuvent être qualifiées de... Comment dirait-on? Bon, voilà, s'il s'agit de situation pouvant être de mauvaise gestion patente, de faute de gestion, on transmet le dossier, nous transmettons le dossier à notre procureur. Il y a un procureur près de la Cour des comptes, on lui transmet le rapport pour qu'il puisse en tirer les conséquences vis-à-vis des cours et tribunaux de la République togolaise. Bon, voilà. Alors, monsieur Tchakbera dit qu'on ne nous entend que par les tournées de sensibilisation. Bon, disons que les tournées de sensibilisation constituent pour nous
un moyen de nous faire connaître, de faire connaître aux parties prenantes comment nous fonctionnons, nos modalités de fonctionnement. Nous avons fait les dernières journées, les plus récentes, ont été adressées aux journalistes. Nous avons travaillé avec les journalistes. Nous avons organisé toute une semaine de sensibilisation en direction des journalistes pour qu'ils sachent comment nous travaillons, pour qu'ils sachent nos attributions, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Parce que des fois, on attend de la Cour des comptes qu'elle envoie, qu'elle attrape, entre guillemets, les voleurs et les traduise en justice. Malheureusement, ce n'est pas de nos attributions. Si nous constatons des écarts, des actions répréhensibles, nous devons transmettre notre dossier à la justice. Et notre rôle s'arrête là. C'est vrai quand même qu'il y a ce que nous appelons le suivi de nos recommandations. Périodiquement, nous faisons un audit de suivi de nos recommandations. Et ça permet de savoir si les recommandations que nous avons élaborées précédemment ont fait l'objet de suivi, d'application par l'entité, par l'autorité à laquelle ces recommandations étaient adressées. Voilà. Alors, la visibilité des actions de la Cour des comptes, je pense que cette visibilité, pendant longtemps, on ne communiquait pas assez, c'était une de nos faiblesses. Mais depuis que nous avons une journaliste confirmée comme responsable de la communication à la Cour des comptes, en tout cas, ça va. Nous essayons de lever cet obstacle qui pesait sur nous. En ce sens que, avec sa contribution et en partenariat avec l'IDI, nous avons une stratégie de communication avec les parties de communication et une stratégie de communication et d'implication des parties prenantes. Parce que lorsque nous faisons notre plan de travail annuel, ou bien nous devons commencer un audit, on regarde parmi les parties prenantes ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. On leur dit, voilà notre plan, nous voulons auditer tel secteur. Peut-être qu'ils ont ils peuvent avoir des observations, des suggestions. Ça peut les intéresser et ils pourront nous dire, si vous allez sur tel point, cela nous intéresserait, ça aurait plus de valeur ajoutée pour la communauté nationale. Voilà. Alors, vous avez posé aussi une question relative aux biens de l'État. Les biens de l'État, c'est le cadastre qui s'occupe le cadastre qui gère, qui a le registre des biens de l'État, le cadastre et puis le conservateur foncier. Alors, au niveau du ministère de l'économie et des finances également, il y a la nomination, il n'y a pas si longtemps, du directeur général de la comptabilité matière. Et l'État dispose depuis la clôture de la gestion exercice 2021 que nous venons de contrôler et dont le rapport sera incessamment publié. L'État a produit son premier bilan. En fait, son premier bilan, avant le bilan, ils ont produit un inventaire des biens de l'État. Un inventaire des biens de l'État et tout ce qui est bien de l'État devrait être inclus dans ce bilan d'ouverture de l'État. Alors,
enfin, je dirais aussi que les litiges fonciers, vous en avez parlé, et la Cour des comptes n'est pas compétente pour connaître des litiges fonciers. Alors, vous avez dit, alors bien j'ai mal saisi, vous avez dit... Oui. J'évoque le domaine public, oui, oui. Par exemple, quelqu'un qui va occuper également un domaine public, oui, oui. Et vous, au niveau de la Cour des comptes, vous vous occupez de cela? Non, on ne s'occupe pas de cela. Parce qu'il y a des services bien indiqués pour s'occuper de la conservation du domaine public. Merci. Alors, enfin, monsieur Seonou a voulu savoir quel retour d'information on peut faire à l'administration fiscale. Parce que au début de l'année, la Cour des comptes à travers le plan d'audit de certaines chambres, leur adresse une liste des organismes ou bien des entités qu'ils auront à contrôler. C'est sans doute pour que vous puissiez vous préparer à leur donner des informations sur ces organismes au cas où ils en ont besoin. C'est une prérogative de la Cour des comptes et c'est une obligation pour les entités, toutes les entités ou toutes les personnalités à qui on s'adresse de nous fournir les informations dont nous avons besoin pour nos contrôles. Bon, alors vous allez me demander pourquoi la réciproque n'est pas possible. Si vous êtes une entité contrôlée, nous avons l'obligation, après la production du rapport, de vous en tenir copie, si c'est le projet, pour que vous ayez à réagir dans le cadre du contradictoire. Mais si ce n'est pas le cas, bon, le rapport, si on le publie, vous pouvez, les rapports de toutes les entreprises que la Chambre chargée des entreprises publiques produit se trouvent sur notre site. Le site web que j'ai intégré ici dans ma présentation. Vous pouvez y accéder. Il y a tous les rapports depuis que la Cour existe qui y sont. Voilà. Merci, je crois avoir répondu. Je ne pense pas avoir dit ça. Non. Là, on ne s'est pas bien compris. Sinon, nul n'est. Sinon, aucune personne n'est. Voilà, exemple de la déclaration de patrimoine. Personne, non. Oui, ça, je n'avais pas tout répondu. Pour ce qui concerne la Cour des comptes, nous avons l'obligation de déclarer nos patrimoines avant d'entrer en fonction. Tout magistrat à la Cour des comptes doit normalement faire une déclaration de patrimoine et remettre l'inventaire de tout ce qu'il possède avant de commencer ses activités à la Cour des comptes. Mais je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque nous faisions notre audit sur le système de déclaration de patrimoine, nous n'avons pas... charité ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Nous avons audité les déclarations de la Cour des comptes sur les 26 magistrats qu'on était. Il n'y a que 2 personnes qui se sont soumis à cette obligation avant d'entrer en fonction. Voilà, ça c'est pour c'est pour vous dire. Ils n'ont pas fait. Je ne sais. Ah ben ça. Et ils sont là-bas. Pourquoi? C'est une information, c'est tout. Mais non, et cette information, ça se lit dans notre rapport d'audit là. C'est bon, ça est là, c'est clair. Vos recommandations sont lesquelles? Est-ce que par exemple des gens comme ça doivent rester en pause? Bon. Est-ce que c'est une obligation? Oui. En principe, c'est une obligation. La loi le dit. La loi dit que toutes les déclarations, ce que j'ai dit tantôt, que jusqu'à présent, le système de la déclaration des biens n'est pas encore effectif. Donc je crois que c'est ça qui aurait bloqué. Sinon, l'organe auprès duquel les magistrats prêtent serment devrait en faire une exigence
et ne pas recevoir les serments des magistrats qui ne se sont pas pliés à cette obligation de déclaration de patrimoine. Voilà. Alors, voilà. Enfin, M. Palanga a voulu savoir si un magistrat a une méconduite, qu'est-ce qui se passe? Il y a, au niveau de la Cour des comptes, nous avons un organe similaire au Conseil supérieur de la magistrature. Pour la Cour des comptes, c'est le Conseil supérieur c'est le Conseil supérieur de la Cour des comptes qui est dirigé actuellement avec la nouvelle loi, ce conseil est dirigé par le président de la République. Il est présidé par le président de la République ou son représentant. Et le vice-président, c'est le premier président de la Cour des comptes lui-même. Donc, ce conseil connaît de tous les cas, de tous les cas graves qui méritent qu'on statue là-dessus. Voilà. Nous allons passer la parole à la Centif pour aborder les questions à lui adressées par les participants. Ok, merci beaucoup. D'abord, le coordonnateur national a posé beaucoup de questions concernant la Centif. Premièrement, c'est de voir dans nos déclarations, nous avions dit que il y a une insuffisance dans la mise en œuvre des exigences de l'ITIE, alors que lors de la dernière évaluation, il ne restait que 2 exigences qui ne sont pas mises en œuvre. Je voudrais préciser ceci. La Centif ne s'est pas appesantie sur toutes les exigences. Ce qui nous intéresse, nous, est conformément à la recommandation 24 du GAFI, qui parle de la transparence et bénéficiaire effectif des personnes morales. Ce qui nous intéresse, c'est l'exigence relative à la disponibilité des informations fiables sur les bénéficiaires effectifs des personnes ou bien des industries extractives. C'est ce qui nous intéresse. Donc, l'évaluation s'est bornée à savoir si les sociétés extractives disposent en leur sein du registre de leurs bénéficiaires effectifs et de s'assurer également si, au niveau d'une autre administration, il y a un registre des bénéficiaires effectifs qui est centralisé. Donc, quand on a fait le tour de ces 2 aspects, on s'est rendu compte que aujourd'hui, si on demande à une société extractive de nous donner les informations du propriétaire réel, ça sera difficile. Donc, c'est sur cet aspect seulement qu'on s'est appesanti et on s'est rendu compte que c'est un aspect très important, mais bizarrement, il n'est pas encore mis en œuvre exhaustivement. Donc, cela a conçu une vulnérabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu, mais là, oui. Il faut modifier, il faut reprendre la phrase. Oui. Parce que quand mon collaborateur m'a fait ça, j'ai dit non, ce n'est pas correct. Oui. Sur quelle base ils ont écrit ça? Mais je n'ai pas voulu faire ok. choses. D'accord. Tel que expliqué maintenant, oui. C'est correct. Voilà, nous on s'est juste appesanti sur cet aspect. Bénéficiaire effectif. Voilà, bon, maintenant, nous allons continuer. L'autre question, c'est plus de détails sur les notions de bénéficiaire effectif et personne. La définition. Voilà. Ok, d'accord. Et personne politiquement exposée. Savoir si on fait quelque chose chez nous. Voilà. Parce qu'on m'a toujours posé cette question. Ok. Mais j'ai jamais eu l'occasion de voter avec Zaki, avec Centif ou Apoussia. Ok. Je voudrais profiter de vous. D'accord. Ok. Au fait, le bénéficiaire effectif, il est défini dans la nouvelle loi uniforme de 2018. C'est la loi numéro 2018-004 du 4 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'UMOA. Quand vous allez à l'article 1.12, on a donné une définition exhaustive de la notion de bénéficiaire effectif. Bon, ce que je voudrais préciser, le greffier en chef a, dans sa présentation,
il vous a montré un formulaire qui donnait les critères d'identification du bénéficiaire effectif. Vous allez voir, d'abord, il y a la possession directe, c'est-à-dire si quelqu'un détient plus de 25% des actions, il est bénéficiaire effectif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le droit de vote. S'il détient le pouvoir de vote au-delà de 25%, il est bénéficiaire effectif. Maintenant, il y a un troisième critère. Si les deux premiers critères ne sont pas remplis, on essaie de voir la personne qui contrôle en dernier ressort la société. Celui qui a un pouvoir de contrôle. Juste. Donc, c'est lui qui est le bénéficiaire effectif. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des critères qui sont, des fois, dans des législations qui sont très contraignantes, sont des critères cumulatifs. Dans d'autres, sont des critères alternatifs. C'est-à-dire, on prend d'abord le premier. Celui qui a plus de 25% du capital, il est bénéficiaire effectif. Après tout, on prend le droit de vote et puis le contrôle en dernière position. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si vous allez à l'article 1.12 de la loi uniforme, on a donné toutes ces définitions-là là-bas. Donc, cela peut vous servir. Bon, l'autre question, c'est concernant les personnes politiquement exposées. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent à chaque fois qu'on présente, on fait des communications. En fait, la notion de PPE a vu jour avec c'est-à-dire les crimes financiers commis, par exemple les paradis fiscaux, les Panama Papers et autres là. En fait, les personnes politiquement exposées sont de hauts fonctionnaires qui ont occupé ou qui occupent de hautes fonctions au sein d'une administration. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, quand on prend un président de la République, quand il cesse d'être président, il est une PPE. Quand on prend un ministre, quand il cesse d'être ministre, il est PPE. Donc, le titre de PPE, on l'acquiert lorsqu'on occupe une haute fonction au sein d'une administration. Et par rapport à cela, il y a 3 catégories de PPE. Nous avons les PPE étrangères. Là, ce sont les ambassadeurs et les chefs d'État. C'est-à-dire ceux qui ont occupé une haute fonction ou qui occupent une haute fonction dans un État tiers ou bien dans une représentation diplomatique sont des personnes politiquement exposées étrangères. Nous avons les PPE nationales, les personnes politiquement exposées nationales. Là, ce sont les ministres, les directeurs généraux, les officiers supérieurs des FAT. Une fois qu'ils ont eu à occuper ce poste, ils demeurent PPE jusqu'à la mort. C'est la mort qui va même après la mort, ça les suit. Donc là, ce sont les PPE nationales, des personnes qui ont occupé ou qui occupent. Il faut vraiment retenir ça. Donc c'est eux. Maintenant, il y a des PPE des organisations internationales. Là, sont de hautes personnalités qui ont travaillé pour le compte d'une organisation internationale. Ce sont des PPE. Maintenant, on a élargi la notion de PPE aux membres de leur famille respective. Il faudrait que je sois clair. Je dois préciser ça, excusez-moi. Donc, tous les enfants de ces personnes-là sont des PPE. C'est que pourquoi cette notion, lorsqu'on arrive à identifier la PPE, c'est qu'il y a des mesures de vigilance qui sont prévues à l'article 54 de la loi uniforme dont je parle, qu'il faut exécuter. Par exemple, si c'est une relation bancaire, c'est-à-dire dans le cadre d'une opération bancaire, la banque doit avoir l'autorisation de la hiérarchie de cette PPE avant de nouer une telle relation. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on prend par exemple un ambassadeur, avant que le gestionnaire de compte n'ouvre le compte à cet ambassadeur, il doit voir le directeur général du groupe même. Si c'est un groupe, c'est lui qui doit être d'accord là, entre en possession avec. Il faut, c'est-à-dire traiter avec cet homme avant qu'il ne le fasse. Puisqu'ils ont des bases de données qui contiennent la liste de toutes les PPE. Et chaque PPE a son CV et son passé pénal qui est annexé. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas évident. C'est pour cela qu'il faut faire cette classification. Il y a aussi... Je ne veux pas être PPE. Il y a aussi une autre question sur le cadre juridique de recensement des informations sur les bénéficiaires effectifs. Effectivement, il y a dans la loi uniforme, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance, c'est-à-dire en matière de prévention,
on demande aux assujettis de recueillir toutes les informations fiables sur les bénéficiaires effectifs. Il n'y avait pas un cadre précis en la matière, mais tout récemment, avec l'arrêté de 2022 portant modalité de collecte et de conservation d'informations sur les bénéficiaires effectifs, je pense qu'un cadre juridique est né. Et bizarrement, ce qui est un peu... Pendant que l'auteur travaille sur cet arrêté, la CENTIF travaille aussi sur le même arrêté sans le savoir, accompagné du formulaire que le maître vous a présenté. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a un cadre juridique qui régit la collecte des informations sur les bénéficiaires effectifs. Parce que quand on prend cet arrêté, on y a mentionné les informations qu'il faut rechercher sur le bénéficiaire effectif. Donc, que ce soit dans le registre des sociétés, il y a des informations qu'il faut recueillir, ou bien que ce soit dans le registre central qui est au niveau de l'auteur, il y a des informations précises qu'il faut collecter et sauvegarder. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un cadre juridique qui existe. Maintenant, concernant la confidentialité ou la publication, pour la confidentialité, non, il n'y a pas de confidentialité. Pourquoi la conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs? Parce que à tout moment, au cours de la procédure pénale, les autorités d'enquête et de poursuite peuvent avoir besoin de ces informations pour retracer, disons, le passé pénal de cette personne politiquement exposée. Donc, lorsque la demande est faite directement, si c'est au niveau du registre central, l'auteur va maintenant prendre les fichiers, extraire les informations concernant cette PPE pour transmettre à l'autorité d'enquête et de poursuite. Si c'est au niveau du registre des sociétés, le président du conseil d'administration ou bien, je ne sais pas, la personne qui représente la société peut directement extraire ces informations et les transmettre à l'autorité d'enquête qui va maintenant continuer la procédure judiciaire. Voilà, donc c'est ça. C'est l'utilité de garder ces informations. Maintenant, en termes de publicité, comme je le dis, c'est centralisé au niveau de l'auteur. Donc, si vous en faites la demande, l'auteur va vous envoyer copie de cette information, de ce que vous voulez, pour que vous puissiez faire votre travail. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Il y a les hommes de l'auteur qui sont là. Si il y a quelque chose, ils peuvent ajouter. Sinon, c'est à leur niveau. Hein. C'est que c'est centralisé. Non, j'ai une question. Ce que je voudrais savoir, oui. C'est au niveau de l'ITU. Oui. Quand on dit qu'une information est rendue publique, oui, c'est que tout citoyen oui, a la possibilité oui, d'avoir accès à cette information. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Dans ce cas, tout citoyen aussi peut avoir accès à l'information sur les bénéficiaires effectifs. Au fait, à côté de cette obligation de transparence, il y a aussi le respect de la vie privée. Il y a deux aspects, il faut vraiment tenir compte de cet aspect. Les informations sont disponibles, mais elles ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est dans le cas au cas où il y a un besoin qu'on en fait la demande. Sinon, si on met ça sur les réseaux, des trucs, tout le monde, bon, ça risque de devenir autre chose. Voilà. Donc c'est ça qui est... non, oui. Est-ce qu'il y a des PP, les termes PP actifs et inactifs existent? Parce que nous l'avons rencontré quand on devait engager le ministre comme consultant. Oui. Il y a l'USAID qui a cherché. Et puis ils ont dit, bon, ça peut passer parce qu'il y a un PP inactif. Ok, si je comprends bien votre question, c'est que s'il était actif, ça n'allait pas passer. Oui. Ah, non, la notion de PP ne distingue pas. Nous, dans notre contexte, on ne cherche pas à savoir si il est admis à la retraite ou bien il travaille. Ou bien. Non. Une fois que vous avez occupé le poste ou vous occupez le poste, vous êtes PPE. Ils ont posé la question active pour éviter le conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts, oui. Et c'est là qu'ils ont dit, ils ont recoupé. Je suis un PP inactif, c'est-à-dire qui n'est pas proche. Qui n'est pas proche des partis politiques pour pouvoir créer un conflit d'intérêts dans
Et les entreprises. Oui. Voilà. C'est ce que nous voulons faire. Si je suis politiquement affiché, je ne pourrai pas faire le travail objectif. Voilà. C'était ça que je voulais savoir. Ok. Poser la question de savoir le fait que la CENTIF soit méconnue du public, est-ce que cela n'impacte pas négativement son activité de prévention de la corruption, n'est-ce pas? D'abord, il faut dire que, en vertu du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, la CENTIF a été créée par décret de 2008, par un décret de 2008, en application de la première loi sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Donc, c'est un service qui a été créé par décret. Le texte est là. Et il y a une nouvelle loi. Lorsque l'UEMOA a adopté la nouvelle directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux en 2015, cette directive a été internalisée dans notre ordonnancement juridique par la nouvelle loi uniforme. Donc cette nouvelle loi uniforme a prévu la réorganisation et a élargi certaines attributions de la CENTIF. Premièrement, sur le cadre juridique, au fait, le service existe et il est censé être connu de tous. Maintenant, sur le plan pratique, comme c'est un service de renseignement et que les informations traitées sont très confidentielles, sont les autorités compétentes, c'est-à-dire les services compétents avec lesquels la CENTIF travaille, qui connaissent l'existence et l'utilité d'un tel service. Aujourd'hui, comme ça, vous n'allez pas aller demander à un enseignant s'il connaît la CENTIF. Non. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, il peut connaître en vertu de notre fameux principe, nul n'est censé ignorer la loi, mais bon, sur le plan pratique, il y a des services qui sont très compétents, qui travaillent directement avec la CENTIF, et ces services-là qui connaissent mieux la structure. Sinon, c'est à Agbalpédouin, pour ceux qui, en allant au Carrefour Bogena, lorsqu'on quitte la gare routière, voilà, il y a à côté de la station d'essence Somayafla. Voilà, c'est là que se trouve la CENTIF. Donc, c'est un service qui est ici là-bas. La dernière question, c'est M. Sionou. Elle est relative à l'existence d'un mécanisme de garantie d'un retour d'information, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Là, vous mettez en exergue un problème de la coopération nationale. Au fait, la loi fait obligation à la CENTIF de faire un retour d'information aux assujettis et à d'autres autorités compétentes. Dans les faits, comment ça se passe? La CENTIF peut être saisie d'une note d'information de la APLUSIA. Maintenant, la CENTIF est tenue de rendre compte, de revenir à la APLUSIA pour lui dire que l'information que vous nous avez envoyée là, voici ce qu'on en a fait avec. Et ça se fait des fois, mais ça prend du temps. Des fois, pour une simple affaire, ça peut prendre des années. Donc, c'est lorsque la CENTIF est sûre qu'il y a quelque chose qu'il y a un produit, un résultat à croquer, qu'elle fait un retour d'information aux entités qui lui ont envoyé initialement cette information. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a aussi un mécanisme qui a été formalisé. Il y a 2 comités qui ont été créés. Nous avons le CONAC, le Comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux. L'auteur siège au sein de ce comité. Il y a encore un autre comité plus restreint, c'est la cellule opérationnelle de facilitation des échanges et des données en matière de LBCFT. Là aussi, il y a l'auteur. Donc, comme vous l'entendez, c'est une cellule de facilitation des échanges et des données. Donc, quand ils se retrouvent là-bas, il n'y a pas de réquisition, il n'y a pas de confidentialité, il n'y a rien. Ils se disent les choses ouvertement. Donc, c'est une cellule opérationnelle composée d'à peine 13 membres. Donc, l'auteur fait partie. Donc, ils discutent entre eux, entre les grands, quoi, pour voir ce qu'il y a et puis ça passe. Donc, et puis pour finaliser, il y a un accord de coopération entre la CENTIF et l'OTR pour l'échange d'informations. Donc, on peut dire qu'il y a un mécanisme qui est là. Bon, maintenant, reste à savoir si c'est activé, mais c'est un peu lent. Ça n'a pas encore pris l'allure qu'il faut. Mais je pense que dans un proche avenir, ça va évoluer. Merci. Ok, merci, Monsieur Esson. C'est à l'attention de tous les participants. Ce midi, on veut vraiment nous gâter avec du foufou. Et comme foufou n'a pas l'habitude d'attendre longtemps, on va y aller rapidement. C'est à l'attention aussi de nous, à l'endroit desquels les questions sont adressées.
pour qu'on puisse aller rapidement. Et si on ouvre une seconde liste pour que les questions soient directes et précises, pour qu'on puisse répondre rapidement, sinon le foufou va partir et se retrouver ailleurs. La question qui m'est adressée, il y a seulement une seule, et c'est monsieur le coordonnateur qui l'a posée. Sa préoccupation concerne justement le bénéficiaire effectif, étant un individu caché, bien entendu. Il se pose la question comment nous arrivons à le découvrir et à l'identifier. Bon, justement, nous ne le connaissons pas. Nous voulons maintenant le connaître. C'est pour cela que le cadre juridique réglementaire est établi pour que toute structure, toute société puisse nous faire cette déclaration de leurs bénéficiaires effectifs plutôt, et en remplissant les conditions déjà établies en ce qui concerne les renseignements relatifs à leur identité, le pouvoir, les parts sociales souscrites, tout ça. Nous ne le connaissions pas avant. Maintenant, nous voulons les connaître. OK. Donc, c'est ça. Merci. Oui, il veut compléter. Préciser par rapport aux bénéficiaires. Je vais vous le dire, c'est très très complexe. Même quelqu'un peut même détenir 95% des parts sociales. En réalité, il n'est pas bénéficiaire effectif. Il peut être une personne écran. Donc, c'est toute une gymnastique intellectuelle et ce sont des enquêtes. Des fois, vous allez voir quelqu'un, il vient, il dit qu'il est le propriétaire d'une entreprise. Il vous fournit toutes les informations que c'est lui. Mais vous allez voir que quand vous poussez les enquêtes, le bénéficiaire effectif, il est assis sur le toit d'un grand bâtiment et il prend sa bière doucement. Vous n'allez jamais le voir. Donc c'est très complexe. C'est pourquoi souvent, ces critères-là, ils sont des fois cumulatifs. C'est pourquoi au niveau des critères qu'on avait, j'avais dit que c'est des fois, selon des législations, il y a certains qui optent pour les critères cumulatifs, d'autres des critères alternatifs. Mais est-il dit que quand on requiert ces informations, nous on fait une analyse cumulative. Il est très difficile de reconnaître le bénéficiaire effectif. Des fois, on met des gens, on multiplie les écrans des sociétés, on fait tout, on crée les filiales, on crée des groupes, je ne sais pas. C'est tellement difficile de savoir finalement qui est derrière. Donc, c'est toute une gymnastique et c'est très complexe. Donc, c'est pourquoi souvent on fait une analyse cumulative de tous ces critères-là pour voir finalement qui est beaucoup plus proche, qui a un profil très proche de ça, quoi. C'est ce que je voulais préciser. Merci. Nous allons passer la parole à M. Aruna. Et il a un certain nombre de questions et il va s'atteler à nous satisfaire. Merci. Est-ce que M. Aboué est satisfait par rapport à l'enrichissement illicite? C'est bon? Au fait, la belle femme ne peut pas cacher sa beauté. Quand vous êtes riche, vous n'arrivez pas à cacher. Quand vous ne cachez pas, ça va s'exploser aussi. Oui, mais celui qui est pauvre aussi, elle dit que celui qui est pauvre, lui, il est modeste. Voilà, on n'a pas besoin de lui, il n'a rien touché. Mais le riche qui s'expose, qui montre que c'est lui, bon, si quelqu'un se plaint, allez, on va pouvoir son revenu par rapport à ses réalisations. Ce que j'ai posé, oui. Vous avez dit, si après promotion, le niveau de la personne n'a pas changé, il est suspect aussi. Si bon. Dans ses revenus ont augmenté, mais au niveau de son patrimoine, il est resté standard, rien n'a évolué là vraiment. On peut dire que peut-être qu'il a caché, il a volé, mais il a caché ça. Mais moi je n'ai pas dit ça. Un jour ça va sortir. Non, non. Au fait, même là, en plein exercice, vous pouvez réaliser. Il suffit seulement de déclarer. Est-ce que vous voyez? Si vous avez une promotion et que de part vos revenus, vous pouvez construire une nouvelle maison, vous la construisez. Mais il faut vous la déclarer. L'année qui vient, à mi-parcours, vous déclarez. C'est quand vous ne déclarez pas qu'il y a problème. Et puis c'est aussi quand vous êtes en déliquescence aussi. Par exemple, notre mandat est intangible, mais en cas de flagrant délit,
Vous voyez, la députée européenne, on l'a prise. Quand les gens pensent qu'il faut d'abord lever l'immunité, c'est ici qu'on dit ça. On vous prend, c'est le cas, le flagrant délit, c'est terminé, vous n'avez plus droit à l'immunité. Donc, c'est ce cas qui se présente. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on vous dit, c'est un cas avéré. Voilà. Et j'apprécie le coordonnateur pour l'aspect qu'il a soulevé, le travail collaboratif. Et en travaillant ensemble au cours de cette session, on a découvert beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Les gens pensent parfois que les séminaires, c'est pour seulement bavarder. Non, c'est des échanges de connaissances et de nouvelles pratiques. Et si on peut continuer, ce serait bien parce que ça nous permet de voir les uns et les autres nos forces et nos faiblesses. Et c'est dans ce sens que je réponds toujours à M. Agbo qui nous demande de prendre nos responsabilités. Non, c'est comme on se rencontre plusieurs institutions, on estime que toi, il te manque ceci, il te manque telle loi, il te manque telle procédure. On échange avec le temps en attendant que l'autorité aille voir comment harmoniser tout. Et on n'a pas de besoin de prendre nos responsabilités. Le travail doit être fait par nous tous. Voilà. Et je parlais des marchés, c'est-à-dire qu'au niveau du secteur minier, je parlais des contrats de cession, des prestations et, comment on appelle-t-on, des travaux qui peuvent être demandés. C'était par rapport à ça, qu'on respecte au moins les procédures s'il y en a. Mais si à votre niveau, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de problème. Mais je crois que la RMP va s'en occuper. C'est bien pour le coordonnateur. C'est bon à votre niveau? Oui, c'est ça, il y a des appels. Que la procédure soit bien suivie. Voilà. Qu'on n'aille pas, comment on appelle-t-on, aider tel prestataire ou bien tel candidat pour qu'il gagne le marché. Voilà. C'est valable pour vous aussi, le secteur extractif. C'est de ça que je parlais. D'accord. Et même, il y a des cas où, après exploitation, il faut restaurer les sols. Vous voyez ça? C'est du travail. Voilà. Et Jacques Bera a été un peu dur avec la presse. Je sais que nous, Michael et moi, on va sortir tout à l'heure, on va le convoquer. Il est même de la presse. On va le convoquer en conseil de discipline et il va revenir ici démentir ou bien s'excuser. Bon, donc il a dit que ça n'engage que lui. Bon, moi, si je lui retourne la balle, c'est l'enfant qui a vu le feu qu'on envoie. Donc, il n'a qu'à s'occuper de faire voir à Litier en tant que journaliste. Voilà, il faut continuer. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, s'il y a plus été forcé d'agir, la perception de la conférence de presse, le président a-t-il jugé utile de démentir? Je crois que nous aussi, on est en train de grandir. Quand vous représentez votre président, vous ne répondez pas à sa place. Le président répondra. Mais je crois que... Tu es en train de grandir. Ok. Donc, c'est vieux même, l'incident est clos. Oui. Sinon, c'était dans le cadre de l'élaboration de l'étude sur la perception et le coût de la corruption. Vous savez, ce dossier n'a pas été facile. Il y a beaucoup de pression. C'est comme ça. Ok. Je m'arrête là. Et... Attendez, il y a une autre question. Oui, la Plusia est une institution administrative autonome, financièrement autonome. Elle n'a pas de conseil d'administration. Je ne sais pas si c'est M. Agbo. Pour voir s'il y a des gens au-dessus de nous pour voir s'il y a des gens au-dessus de nous pour nous contrôler. Non, nous sommes une implémentation des organismes internationaux. C'est ce qu'ils veulent. Ils demandent une certaine autonomie. Mais nous sommes régis par la même loi. En cas de flagrant délit, allez, vous avez des problèmes. Et nous faisons aussi la déclaration de notre patrimoine. D'abord, il y a la déclaration sur l'honneur et ensuite la déclaration du patrimoine. Vous devez aussi déclarer les biens de vos femmes, si vous avez plusieurs femmes. Et si vous avez plusieurs enfants, le premier fils, le deuxième, les filles, tout le monde.
et vous déclarez tout, bien mobilier comme immobilier et les fonds qui sont en banque. Le formulaire est là. Vous déclarez tout. Pardon? Le crédit. Non, ça c'est un patrimoine négatif. On va cacher ça. Parce qu'on ne va pas vous aider à rembourser, c'est à vous de rembourser. On vous dit de déclarer ce que vous avez, ce n'est pas ce qui vous manquait. Chez nous, c'est effectif. Oui, vous devez le faire avant d'entrer en fonction. Nous, on l'a fait même avant la loi que nous avons encore proposée en 2020. Donc moi, je crois qu'avec des rencontres pareilles, on peut harmoniser les choses pour que toutes les institutions fassent les mêmes formulaires, les mêmes procédures, les mêmes formalités. Bon, et... Vous conseillez une dette. Un patrimoine, ce n'est pas seulement ce qui est positif, c'est tous les deux qui font le patrimoine. Oui. Je suis d'accord avec... Oui, je suis d'accord avec vous, mais comment vous allez exprimer la dette? Par une reconnaissance? C'est ça. On ne ferme même pas le dossier des dettes. Oui, c'est ça. Si demain tu empruntes encore. Voilà. Oui, c'est quand ça l'a chauffé qu'elle a dit ça. C'est quand ça l'a chauffé. Si elle avait gagné aux élections, elle n'allait jamais parler de ça. Vous voyez, c'est assez risqué péril, oui. Si vous permettez, au niveau de l'article 07, oui. vous voulez faire cette proposition. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour Africa peut-être d'inviter les responsables de l'OTR qui ont déjà mis en place une direction anticorruption de la corruption? Oui. Et au niveau de l'OTR, avec vos appuis, il y a des sanctions qui sont réelles. Nous, on a eu la chance de siéger dans certaines commissions où vous allez voir votre collaborateur à côté qui va être mis sous sanction dans 2 jours, mais vous n'avez pas le droit de lui filer une information. C'est ça. Il faut aujourd'hui que, comme lors d'une présentation tout à l'heure, monsieur, la frontière. Monsieur Pouenou avait, monsieur mon père avait souligné que de 2013 à l'opération de l'OTR à 2014, les recettes sont pratiquement doublées. Maintenant, on reste à savoir l'utilisation qui en est faite pour voir si vraiment il y a une corrélation. Maintenant, nous, au niveau de l'OTR, nous disons que nous, on a l'impression que l'OTR est en train d'aller à une vitesse vraiment pas possible. Mais l'OTR n'est pas seulement que l'État togolais, les autres institutions. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Donc, nous avons pensé à un moment donné que nous souhaitons, nous proposons que les institutions qui sont mises en place au niveau de l'OTR soient peut-être implémentées dans les autres administrations et pour nous permettre de cheminer ensemble. Ok, merci beaucoup. Et puis, pour terminer, comme il y avait quelqu'un l'avait souligné, on a l'impression qu'il n'y avait pas l'exigence de déclaration des biens. Ça a été même le point numéro 1. Avant même d'écrire votre prénom, vous devez, à niveau de la déclaration fiscale, vous devez d'abord déclarer vos biens. Et après avoir prêté serment, le soir, vous prêtez serment, parlez du congrès, le matin, le soir, vous devez déclarer vos biens, les déposer. Et c'est une mise à jour chaque fin d'année. C'est qu'à partir de la mise en place de l'institution au niveau de la médiathèque de la République, qu'on a maintenant remis ça, aligné ça sur 2 ans. Chaque 2 ans, les gens de l'office doivent déclarer leurs biens. Pas seulement, comme on le dit, c'est le patrimoine, les biens, les dettes. Et si vous avez dit que vous avez construit une maison, où est-ce que vous avez fait l'argent? Les sources de financement. Ça doit être justifié. Ça doit être justifié. Si vous avez fait près de 50 millions, vous devez trouver ça. Et ça va permettre. Je suis étonné que c'est peut-être la Cour des comptes qui fait état à la fin de votre mission, bien peut-être retraite. Non. Nous, chaque jour, la direction de l'anticorruption suit de près les agents pour déjà voir leur comportement. Si merci. Confidentiel, c'est ça. On peut demander, le commissaire général, le rapport, peut demander d'aller ouvrir votre enveloppe pour analyser vos biens par rapport à votre train de vie. Et les sanctions, c'est quotidien. Oui, c'est. 300 personnes sont sanctionnées. Des gens travaillent pendant 6 mois, ils n'ont pas de salaire. Oui. Moi,
envoyé. Oui. Ça, là, moi, je pense que ce que le dit en train de faire déjà, si elle le fait seule, ça ne va rien donner. Non, je crois que... Je crois qu'elle est en train de moraliser les autres. Il faut aussi faire... C'est une bonne méthode. Hein? Et donc à continuer pourvu que ça germe et que ça s'étende. Je vais terminer. Pourvu que ça germe et que ça se reproduise un peu partout. Et je vais terminer en vous disant qu'au niveau de la Plucia, il y avait des confusions qu'on faisait. La loi, c'est 2015, la loi numéro 2015 portant création. Mais elle n'a pas été créée en même temps avec les organes ou bien les agents qui vont travailler. Pour les agents, c'est à part de 2017. Il y a certains confrères qui estimaient que depuis sont là depuis 2015, ils ne font rien. Or, ce n'est pas ça. Et quand vous êtes déjà créé le 3 janvier, ça veut dire que vous n'avez pas de budget. Vous les financiers sont ici, non? Oui, le 3 janvier, vous n'avez plus le budget de l'année. Voilà, il faut finir l'année. C'est l'année qui vient, en 2018, que vous aurez le budget. Avec ça, on a utilisé pour nous installer. Moi, je ne veux pas aller dans les détails. Après l'installation, 2019, on a pu travailler le cadre stratégique et autres. 2020, c'est le corona. Et maintenant, 2021. Sinon, on est en train de faire notre mieux. C'est pour vous dire que ce soit, que vous soyez petit poisson ou bien gros poisson, n'allez pas dans ces filets de la corruption. Si on vous prend, parce que je ne peux pas vous raconter comment ça se fait les auditions. Les gens, même quand ils ont une convocation, ils ont envie de pisser toute la journée. Voilà, pour arriver. C'est comme ça. Je ne vous conseille pas cela. L'audition n'est pas facile. Et vous allez revenir plusieurs fois. C'est ce qui retarde les dossiers. Vous allez revenir. Votre famille saura que vous êtes là, que vous êtes convoqué. Parce que quand vous allez repartir chez vous, l'état dans lequel vous allez vous retrouver là, vous serez obligé de dire à madame, c'est l'argent que j'avais détourné là, alors qu'elle n'a pas bouffé ça. Voilà. C'est ça qui me gêne maintenant. Oui. Donc c'est ça. Et il y a plusieurs dossiers qui sont déjà en préparation. Nous aussi, on espère que le procureur aussi va ouvrir à son niveau pour qu'on sache au moins que la Plucia travaille. Sinon, ça nous gêne un peu que les dossiers ne soient pas ouverts. Mais nous contentons de la prévention, car prévenir vaut mieux que guérir. Merci. Pierre, la bonne pratique qu'il y a chez vous, parce que vous constituez un cadre de bonne pratique, et tout le monde devrait s'en inspirer. Au niveau du cadre de concertation dont j'ai parlé tantôt, qui a été mis en place par un décret de 2021, l'OTR, à travers sa direction de l'audit, à fait votre direction-là, est un membre. Un membre, et ce serait l'occasion, quand les travaux vont commencer, d'apprendre, de nous inspirer de ce que vous faites. D'ailleurs, dans le rapport d'audit dont j'ai parlé, que j'ai présenté brièvement, l'OTR avait été cité comme un bon exemple, comme une pratique exemplaire de laquelle on devrait s'inspirer en matière de déclaration du patrimoine et de lutte contre la corruption. Merci. Voilà. Oui. Okay. Et une au coordonnateur national, et je vais répondre avant de lui donner la parole parce que c'est mon patron. Il n'est pas panéliste. Pardon? Il n'est pas panéliste. Non, mais c'est mon patron, il demeure mon patron. Donc, le code 999, en fait, c'est un code provisoire qu'on donne. Je voudrais bien, si je parle sous le contrôle de mon ami de l'OTR, en fait, vous n'êtes pas opérateur et régulier des activités. C'est occasionnellement que vous avez demandé qu'on vous envoie peut-être une voiture d'occasion de la France. À l'époque, pour le dédouaner, vous n'avez pas de code spécifique pour vos opérations. Alors, on utilise ce code provisoire pour pouvoir dédouaner votre marchandise. Et normalement, quand c'est fini, c'est que c'est fini. Maintenant, des gens en profitaient pour que, en tant qu'opérateur, même s'il faut faire venir le matériel lourd pour exploiter une mine quelque part, on passe par ce code provisoire. Et c'est ça qui a fait qu'il y avait un fourre-tout. Et on ne pouvait pas même quantifier
les activités d'importation de l'opérateur pour pouvoir taxer à juste titre. Donc, le rapport ITIE avait identifié ce code-là comme étant un code fourre-tout. Oui, oui, c'est le terme de parfait. Il aime beaucoup ça. Il dit c'est un code obscur, noir, opaque. Oui, opaque, très lourd, qui ne servait pas les intérêts du pays. Donc, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui. Et la seconde question, c'est de demander si ceux qui font les déclarations, c'est-à-dire qu'à la publication du rapport, est-ce qu'ils viennent pour compléter les informations. En principe, dans le mécanisme ITIE, quand il y a de ces informations, au moment de la conciliation des données, on interpelle, c'est-à-dire qu'on prend contact, attache avec les entreprises qui font la déclaration et on leur pose un certain nombre de questions pour qu'ils fournissent les informations complémentaires. Maintenant, si ce n'est pas fait et que l'entreprise estime que l'information qui est donnée est l'information exacte, le rapport final est signé par le conciliateur et devient un rapport définitif. Mais ça n'empêche qu'il y ait des informations complémentaires qu'on peut avoir pour annexer à cela si on estime qu'il y a des dispositions qui manquaient et qui, dans le temps, pour la publication, on n'a pas pu l'intégrer dans le rapport. Ça n'empêche pas que ces informations-là puissent arriver et qu'on les documente, quoi, comme apport, comme rapport complémentaire à endosser au rapport qui est publié. Donc, le problème ne se pose pas. Oui. En dehors de la période de conciliation où il y a des échanges actifs entre les entités déclarantes et le conciliateur, il y a le rapport provisoire qui est également envoyé à toutes les entités. C'est ça. Et sur le rapport provisoire, on peut encore réagir avant le rapport définitif. C'est ça. Merci beaucoup, merci. Maintenant, monsieur le coordonnateur national, on nous a demandé le fonctionnement de l'ITIE, si les ressources que nous recevons, si ça vient des ristournes des industries extractives ou si c'est une subvention de l'État. De l'ITIE, c'est une association globale. Comme on l'a dit hier, c'est une association internationale qui œuvre pour la promotion de la gouvernance transparente et redevable. Mais dans les pays, le gouvernement associe à cette opération, à cette initiative, les industries extractives et les groupes de la société civile. Donc, il y a un groupe multipartite qu'on met en place. Mais il y a en même temps le secrétariat national qui appuie, qui soutient le fonctionnement de ce groupe multipartite. Au fait, c'est le secrétariat national qui est chargé de la gestion quotidienne du fonctionnement ou bien de l'exécution des activités qui sont définies dans le plan de travail. Et donc pour le financement est réservé au fonctionnement de ce secrétariat national. Et au niveau du Togo, le secrétariat national, c'est le secrétariat technique, qui est une entité de l'administration publique. Et c'est vrai, nous avons une autonomie de gestion, mais il faut dire toujours que nous relevons de l'administration publique. Aucun texte pour le moment ne définit notre tutelle, sauf dans le protocole de la Banque mondiale. Nous avons remarqué que le secrétariat technique de l'ITIE est une entité du cabinet du Premier ministre. Mais dans les faits, sur le plan financier, nous relevons du ministère des Mines. Donc, pour revenir à votre
question, le secrétariat technique est financé d'abord par le gouvernement à travers les transferts de l'État. Chaque année, c'est le gouvernement qui finance les activités. Mais il est appuyé par les partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, la BAD et quelquefois l'UE et l'UEMOA. Voilà. Merci. Merci. Bon, dans tous les cas de figure, d'abord, l'appréciation, c'est que j'ai bien apprécié. Parce que d'ailleurs, vous avez donné toutes les informations possibles à travers les différentes interventions. L'état des lieux dont on a besoin est pratiquement fait à 80% selon moi. Donc, félicitations pour la clarité du travail. Pour ce qui est de ma préoccupation, c'est une seule question que je vais poser à vous tous. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'élaboration, dans la collecte et l'élaboration de vos données? Et qu'est-ce que vous proposez comme conditions ou bien procédures d'amélioration pour que ça puisse être plus efficace? Donc, c'est à tout le monde. Chacun va donner son... Au quotidien, la tâche qui nous incombe. Donc, au-delà de notre formation initiale à la tâche, il y a les outils que nous utilisons, c'est-à-dire les tests qui réglementent la matière à notre niveau. Donc, en réalité, difficulté, bon, je ne peux pas dire que j'ai rencontré trop de difficultés. Seulement dans le cadre de la collaboration avec d'autres institutions, bon, c'est là où, quand il y a une information qui me manque, je suis obligé de tendre la main et poser la question, s'adresser à un collaborateur, un interlocuteur pour qu'il me fournisse telle information. Par exemple, c'est le cas avec CENTIF, les informations que je ne dispose pas directement. Donc, je l'interroge et puis il met ça à notre disposition. Donc, voilà, et peut-être éventuellement les difficultés que j'ai rencontrées. Maintenant, la proposition. Ok. Difficulté en tant que difficulté propre à vous. Oui. Mais votre institution. Ok. Notre institution, bon, vous pouvez encore préciser davantage? Si je prends par exemple, je ne connais pas, vous représentez quoi? Le RCCM. Le RCCM. Oui. Selon vos attributions, oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la lutte contre la corruption? Et qu'est-ce que vous proposez comme... Par exemple, je donne un exemple que vous avez dit. Oui. Vous avez parlé de... propriétaire effective. Non, attribution, non, les choses... L'autorisation préalable. L'autorisation préalable. Voilà. Et la dotation de personnalité. Oui, juridique. Voilà. Ça devient une difficulté. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on améliore? Voilà. À ce niveau, bon, je l'ai même dit dans le support que j'ai présenté. Donc là, j'ai proposé qu'il y ait un cadre d'échange entre les parties prenantes pour échanger sur les mesures préventives à prendre. Bon, si de façon définitive, on fonctionne comme cela est aujourd'hui, bon, quels sont les inconvénients et les avantages? Ensemble, on va échanger là-dessus. Ou s'il faut changer la donne, telle que je l'ai précisé, conformément aux dispositions du droit positif, donc, quels sont également les avantages et les inconvénients? Et là, je crois que on peut avancer. Donc, je vous remercie. Merci.
Oh non, c'est bon, ça peut aller. Oui, allez-y. Bon, au titre des difficultés, je pense que le représentant de M. Aruna Lardja a touché un point qui est très sensible, qui est très important. Ce sont les résultats concrets des activités que nous menons. Lorsque nous faisons nos analyses et les traitements de données, nous produisons des rapports qu'on transmet à la justice, à l'autorité judiciaire. Mais souvent, ça traîne. Et on n'a pas les résultats concrets des actions qu'on a menées. Il y a des rapports actuellement, il y a plus de 90 rapports qui sont transmis au procureur. Mais les condamnations ne suivent pas comme il le faut. Donc, jusqu'ici, bon, certains peuvent être amenés à se poser la question de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce problème-là. On n'a pas un retour sur les efforts que nous... La lourdeur administrative, c'est ça. Et puis, à part ça, il y a d'autres difficultés matérielles et financières pour mener à bien les activités. C'est ce que je peux dire pour moi ici. Merci. Mais je crois que dans le cadre de ce travail, il faut dire que ITIE est une jeune école. Avant 2003, l'ITIE n'existait pas. Et quand ça a commencé, chaque pays faisait son expérience. Il n'y avait pas de référence en tant que tel. Le seul cadre d'échange, c'était le secrétariat, c'est-à-dire la relation avec le secrétariat international. Et chaque pays s'essayait par rapport à sa réalité. C'était comme ça. Et c'est le cumul des différents rapports dans les différents pays qui ont amené l'ITIE international à insuffler une certaine dynamique à la norme. Donc la norme, comme l'a dit mon collègue, la norme est pratiquement révisée chaque 3 ans. Au départ, c'était chaque 2 ans. Et c'est à partir de 2016 que la notion de lutte contre la corruption a commencé par venir, mais ça a pris l'ampleur à partir de 2019 et ce sera entériné l'année prochaine à la conférence mondiale de 2023 à Dakar, où la lutte contre la corruption va intégrer la norme comme étant une exigence en tant que telle. Donc il y a de la documentation qui est distribuée pour que des gens puissent se prononcer sur comment ce qu'on peut intégrer et quelle doit être la forme que cette exigence-là doit prendre. Maintenant, quant à ce qui concerne la collecte des informations et la lutte, en fait la prévention de la corruption au Togo, l'initiative n'est pas donnée à l'ITIE en tant que telle parce que nous respectons le décret qui constitue le seul texte que nous utilisons. Mais nous constatons que, et c'est monsieur le coordonnateur national qui a initié cette expérience en 2016, pour pouvoir savoir quel impact l'ITIE a au niveau des réformes mises en place, un courrier a été adressé aux institutions. Même le président de la République a reçu un courrier. La primature, la présidence de l'Assemblée nationale et les ministères impliqués dans la mise en œuvre de l'ITIE. La question est de savoir, après une telle période, qu'est-ce que l'ITIE a apporté en tant qu'outil de transparence, de gouvernance, de redevabilité au pays. Et c'est là où toute une documentation nous avait été adressée. Donc venant de ces institutions-là, nous avons essayé de les analyser, faire des extractions que nous avons compilées avant la validation, c'est-à-dire le passage à l'examen de 2017. Maintenant, une autre série est arrivée où il faut évaluer toute la situation. Et là, il faut regarder maintenant l'état de mise en œuvre des recommandations pour avoir une idée de comment les résultats de l'ITIE ont été utilisés pour pouvoir endiguer ce fléau qui est la corruption. Donc, c'est ce que je peux apporter, mais je parle sous réserve de l'opinion du coordonnateur national. Il y a aussi mon collègue parfait qui veut compléter. Et si on peut leur passer la parole avant de venir aux autres institutions rapidement.
pour évoquer la difficulté, je voudrais dire que la norme 2019, en s'intéressant aux questions de transparence en termes de lutte contre la corruption, s'appuie sur deux exigences fondamentales, enfin deux principes fondamentaux relatifs premièrement à la déclaration des bénéficiaires effectifs et au principe des données ouvertes. Et toutes les présentations qui ont été faites ce matin, surtout la présentation de CENTIF et de RCCM, qui ont mis un accent particulier sur les bénéficiaires effectifs, sont un atout qui nous prépare à la satisfaction de cette exigence. Mais la difficulté est que c'est des initiatives qui ont évolué en vase clos. Et il faudrait maintenant, l'OTR est parti de l'ITIE. Donc l'OTR aussi a pris son initiative, le RCCM et la CENTIF également. C'est des initiatives qui paraissent individuelles, mais qui auraient pu être optimisées dans un cadre de concertation comme le suggère le RCCM. Et dans ce cadre de concertation, sur la base du principe de données ouvertes, l'ITIE voudrait qu'il soit instauré un registre des bénéficiaires effectifs et que ce registre soit accessible à plusieurs niveaux. Il faut un niveau où tout individu peut avoir accès. C'est à partir de cela que, je crois, le coordonnateur avait demandé s'il n'y a pas de confidentialité. Oui, il y a confidentialité, mais il y a aussi un aspect de transparence où des informations qui peuvent être accessibles à tout le monde seront laissées à la portée de tout le monde et les autres informations maintenant commencent les autres niveaux d'accessibilité aux données sur les propriétaires effectifs. Il faudrait qu'au niveau de chaque pays, on puisse avoir un consensus national sur le formulaire de déclaration. Si le cadre de concertation est instauré, ça peut nous permettre d'obtenir ce formulaire consensuel au niveau de l'ITIE également. Cadre de concertation pour arriver aux résultats attendus par les différentes parties prenantes est une belle proposition que nous pouvons appuyer dans ce sens. L'autre difficulté, c'est le fait de faire comprendre à la population que chaque organe a une mission, mais chaque mission a ses limites. Ablucia aura fait pleinement son rôle lorsqu'elle aura fini d'instruire les dossiers ou bien de préinstruire les dossiers et de les transmettre au procureur de la République. Les corruptions ou bien une personne que vous traitez de corrompu aujourd'hui peut avoir une autre faciès et demain, et vous allez le trouver très bonne. Vous allez la trouver très bonne. Donc, je ne veux pas vous dire les difficultés qu'on puisse rencontrer dans la définition de la corruption ou bien dans le recensement des cas corrompus. Mon attention sur le cadeau. En réalité, le cadeau est interdit. Et même dans les dispositions de la fonction publique, c'est interdit. Mais nous avons remarqué que c'est à travers les cadeaux que certains commencent peu à peu pour devenir corrompus. Parce que quand vous recevez un cadeau la prochaine fois, quand le même individu va venir, il va dire venez par ici. Ou bien mettez-vous à l'écart, je vais vous servir tout à l'heure. Ce n'est pas bien. Il faut souvent respecter l'ordre. Voilà. Dans certains pays, la corruption a trouvé une solution. Par exemple, au Burkina Faso, on a limité le montant des cadeaux. Pardon, c'est les cadeaux qui ont trouvé une solution à 35 000. Voilà. Ailleurs, tout ce que vous prenez dans le cadre de votre fonction, vous déposez ça à l'État. Voilà. Mais je crois qu'il faut humaniser les choses. Nous aussi, avec le temps, il faut qu'on réfléchisse pour voir comment limiter ce cadeau. Parce que c'est après avoir peut-être effectué un service sans rien demander qu'on vous donne. Lors des tournées, il y a un président de tribunal, un juge, un magistrat qui nous a dit que il arrive parfois qu'il vienne y voir une cage dans sa cour.
Lui, il a interdit à sa famille de prendre quoi que ce soit. Mais il arrive, ça court. Après, on l'appelle, on dit non, c'est moi qui ai donné les pentades, c'est pour toi. Bon, quelle est l'intention de la chose? Il ne veut pas. Mais alors qu'en Afrique, on ne refuse pas le cadeau. Vous voyez? Donc, il va falloir que nous aussi, on réfléchisse un peu. Sinon, cette affaire de corruption-là, c'est les Blancs qui ont amené ça aussi. Il faut reconnaître. Maintenant, par rapport aux difficultés, et au niveau de notre institution, je vous répète ce qu'on répète habituellement, c'est le renforcement des capacités. Voilà. D'abord, c'est le cadre institutionnel et juridique, le renforcement des capacités, le droit de police, et ensuite comment appelle-t-on, le pouvoir d'investigation. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter? Et oui, les conditions de travail et aussi l'échange d'informations. Le texte ne nous demande pas explicitement de lutter contre la corruption. Donc, les cas de corruption, nous pouvons tomber là-dessus lorsque nous menons nos contrôles, nos audits et nous découvrons des cas de mauvaise gestion. Nous allons faire, c'est d'affiner toutes les informations relatives aux cas susceptibles